en vient à cette adoption par le CNT avant-hier de deux textes de loi censés encadrer le RAVEC, le recensement à vocation d'état civil, une des 10 étapes clés du chronogramme de 2 ans de transition conclu entre la Guinée et la CEDEAO. Une adoption perçue et saluée comme un pas de géant de franchi en vue du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. C'est du moins la posture qu'ont affiché entre autres le Premier ministre Dr Bernard Goumou et le président du CNT Dr Dansa Kourouma à l'issue donc du vote de ces deux textes de loi. En l'occurrence, le projet de la loi portant identification des personnes physiques et celle relative au régime d'état civil, une évolution qui permet de lancer véritablement le processus du RAVEC, du PN-RAVEC. On en parle ici et maintenant avec notre invité, M. Mori Kondé, que Tiyan va tenter de joindre dans la cabinet. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bien. Dans un instant, le ministre Mori Kondé, notamment pour évoquer l'adoption de ces deux lois par le CNT. Effectivement, le mercredi, il a été donc adopté par le CNT, la loi portant régime de l'état civil en République de Guinée et l'autre portant identification des personnes physiques. C'est donc une loi qui va... Deux lois plutôt qui vont attirer, dont la mise en œuvre va attirer rapidement l'implémentation du PN-RAVEC. Ouais. Donc un processus important du chronogramme qui va permettre de construire un fichier électoral consensuel. Ouais. Et c'est on espère. On espère. On espère, consensuel. Allez, cabinet, je suis obligé de t'interrompre. Sans plus tarder, nous partons au stand. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous les auditeurs de la radio CNFM. Bienvenue sur notre antenne. Alors, pour commencer, monsieur le ministre, on va faire un peu dans la pédagogie. Expliquez-nous de quoi ça retourne ces deux textes de loi, la loi portant identification des personnes physiques et celle relative au régime d'état civil en Guinée. Merci beaucoup Aboubacar. Comme vous le savez, en mai 2022, le gouvernement avait présenté un chronogramme de la transition qui contient 10 points. Et au premier point, vous avez le recensement administratif, le recensement général de la population et de l'habitation. Et au deuxième point, vous avez le recensement administratif à vocation d'état civil qu'on appelle le RAVEC. Ce deuxième point est l'élément essentiel et déclenche le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Depuis le début de l'année, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, nous avons travaillé sur plusieurs aspects pour le bon déroulement de ce programme. Et comme vous le savez, depuis les indépendances dans notre pays, il y avait un problème de cadre juridique relatif à l'état civil et à l'identification des personnes. Oui. Lorsque vous prenez, par exemple, le fait de prendre l'empreinte des citoyens, donc les données biométriques des citoyens, de notre indépendance jusqu'à avant-hier, le pays ne disposait d'aucun instrument juridique qui l'autorisait, donc qui encadrait ce processus. Donc ces deux lois, l'état civil d'abord, permet d'établir non seulement les documents d'identité, mais aussi aide à réaliser pour chacun des droits fondamentaux à une identité et à un nom dès la naissance. En ce qui concerne la loi portant l'identification des personnes physiques, c'est cette loi qui permet également d'établir le registre national des personnes physiques guinéennes, mais aussi des étrangers. Aujourd'hui, Aboubacar, c'est pas du tout compliqué de constater qu'une seule personne dans ce pays, sur la base des documents d'identité qu'il dispose, peut représenter 3 à 4 individus, pour la simple raison que notre disposition, que ce soit au niveau de l'acquisition de l'extrait de naissance, au niveau de l'acquisition de la carte d'identité nationale, du passeport et tout autre document, n'obéissait à aucune règle en matière de cohérence, mais aussi de rigueur dans ce sens. Donc, ce projet de loi portant identification des personnes physiques en Guinée permettra d'abord de définir et de déterminer les procédures d'identification nominative et numérique de tous les Guinéens, mais également même des étrangers qui entreront désormais en Guinée. Oui. Les Guinéens désormais, sur la carte d'identité, sur l'acte de naissance, sur le passeport,
sur le titre foncier, si la personne dispose de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sur le permis de conduite, sur la carte de travail au niveau de la fonction publique, la carte de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. À tous les niveaux, tous les Guinéens seront unifiés à un seul numéro et non seulement ça facilite la question liée à la sécurité, mais aussi ça facilite pour le citoyen de retracer tout ce qu'il fait en matière non seulement de documents d'identité et aussi à d'autres questions liées à la vie sociale même du citoyen. Donc, à ne pas adopter ces deux textes de loi, ça faisait un blocus dans non seulement le processus de retour à l'ordre constitutionnel, mais également ça ne permettait pas vraiment à nos services à tous les niveaux de pouvoir fonctionner correctement et de s'aligner aux standards en termes de normes à l'international. Donc, en gros, oui. ce sont quelques avantages que ces deux lois vont procurer pour nos compatriotes. Bien. En termes de sur la question du processus, plutôt la question du retour à l'ordre constitutionnel, en quoi vous estimez que l'adoption de ces deux textes de loi est un pas de géant dans la direction donc de ce retour à l'ordre constitutionnel? Oui, lorsque vous prenez le recensement administratif à vocation d'état civil, qui devait nous permettre de mettre en place le registre de l'état civil, et à la suite de l'établissement de ce registre d'état civil, mettre en place le registre national des personnes physiques guinéennes, et tirer de ce registre d'état civil les Guinéens ayant 18 ans révolus pour l'utiliser comme base de constitution du fichier électoral. Et pour faire tout ce travail, on avait par exemple besoin de faire une large campagne de dénombrement des citoyens et de fourniture des actes de naissance. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire extrait de naissance biométrique. Ça n'existe pas, par exemple, c'est une erreur. Et je dirais que c'est de l'enfumage qui a été fait et entretenu depuis plusieurs années dans le pays. L'extrait de naissance n'est pas biométrique, c'est plutôt l'extrait numérique. Maintenant, quelle est la différence, monsieur le ministre? Oui. Quelle est la différence? L'extrait numérique et l'extrait de naissance biométrique? Oui, l'extrait numérique, l'acte de naissance numérique, c'est l'acte de naissance qui est accessible de façon digitale et qui est établi sur la base d'un certain nombre de données et qui est géré de façon numérique dans des bases de données. Mais l'acte de naissance biométrique n'existe pas. Et qui parle de la biométrie parle de la prise des empreintes de l'individu. Un bébé qui naît aujourd'hui, l'empreinte de ce bébé que vous allez prendre aujourd'hui ne sera pas conforme à l'empreinte de ce bébé lorsqu'il aura 15 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a longuement entretenu dans ce pays. J'entends à longueur de journée l'extrait biométrique ou l'acte de naissance biométrique, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé ni en Guinée ni dans un autre pays du monde. Bien. C'est l'acte de naissance numérique. Donc, cette loi vient combler un arsenal de vides juridiques qui existait non seulement au niveau de l'état civil, mais également la loi portant identification des personnes physiques. Désormais, tous les Guinéens auront un numéro d'identification personnelle qui les suivra de la naissance jusqu'au décès. Maintenant, pour nous permettre, pour les personnes déjà comme vous et moi, comme tout autre Guinéen qui ne va pas naître après-demain, nous allons organiser une vaste campagne d'établissement des actes de naissance pour tous les Guinéens. Lorsque ces actes de naissance-là seront établis, ces actes vont être établis sur la base des anciens actes dont les gens disposent et chaque citoyen se va attribuer un numéro d'identifiant, un numéro personnel d'identification qui lui suivra dans tout ce qu'il fera. Demain, lorsque Aboubakar doit habiter dans une maison, le contrat qui doit être établi entre lui et le bailleur, ce contrat doit figurer le numéro personnel d'Aboubacar. Lorsque vous devez acheter une voiture ou n'importe quelle chose, sur le document d'achat, ce numéro doit figurer. Bien. On n'a même pas besoin de mettre Aboubacar, seulement de ce numéro. Les comptes au niveau des établissements bancaires, le permis de conduite, la carte grise de vos véhicules, tout ce que vous devez faire seront désormais rattachés à ce numéro. Du coup, ça nous permet d'abord non seulement de maîtriser aujourd'hui les statistiques au niveau vital, mais également ça nous permet non seulement les citoyens qui étaient souvent parfois
lésés ou primés dans leurs droits sans aucun recours, ça permet de rétablir cette injustice au niveau des citoyens. Bien. Oui, Basseko. Monsieur le ministre, dans toutes les communications officielles du gouvernement, il a été dit que c'est à partir du RAVEC qu'on va tirer le fichier électoral. Dans les pays de la sous-région, c'est un processus qui a pris plusieurs années. Nous allons le faire ici. Ensuite, pour quelques mois et tirer le fichier électoral. Dites-nous comment tout cela va être possible. Comment vous allez opérationnaliser tout cela? Est-il possible d'extraire un fichier électoral au terme de ce processus, de ce PNRAVEC, dans les délais souhaités pour pouvoir acter justement ce processus de retour à l'ordre constitutionnel d'ici à fin 2024? C'est parce que c'est la question que tout le monde se pose, monsieur le ministre. Oui, je pense que vous avez posé une question, Basseko a posé une question et il a répondu. Il dit que dans toutes les communications du gouvernement, nous avons toujours laissé entendre que le fichier électoral sera extrait du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Donc, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à communication contraire, vous devez vous en tenir à cette information. Non, mais monsieur le ministre, mais comment cela va être Comment est-ce possible? C'est la question. Comment cela va être rendu possible? Voilà, rendu possible. Oui, quand vous posez la question, si vous laissez finir, ça permet d'être légitime. Comme je le disais, sauf communication contraire, le gouvernement est en train de travailler pour, effectivement, à l'issue de la réalisation du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, comme je l'ai dit, nous allons constituer le registre national de l'état civil et c'est sur la base de ce registre que nous allons extraire les Guinéens qui ont 18 ans révolus et aller à l'opérationnalisation du fichier électoral à travers la mise à jour des données manquantes sur l'opération de RAVEC. C'est quelque chose qui est technique. Si vous étiez dans mon bureau et les techniciens avec lesquels nous travaillons depuis plus d'un an sur le processus de conception de e-registre, nous sommes beaucoup avancés là-dessus et vous aurez compris sur l'écran comment le processus va se passer. Mais je pense que le studio d'un média n'est pas indiqué pour faire des démonstrations techniques sur quelque chose qui n'est pas aussi compliqué comme vous laissez entendre. Lors du recensement, Abouakar va passer devant la machine pour l'acquisition de son extrait d'acte de naissance. Lorsqu'Abouakar passera, chaque fois qu'un citoyen passe qui a 18 ans révolu, automatiquement, de la même manière que la personne est enregistrée sur la base de données du registre national de l'état civil, il y a une autre base de données automatiquement où cette personne est enregistrée. À l'issue du processus de recensement administratif à vocation d'état civil, les mêmes machines sur lesquelles nous sommes passés pour établir nos actes de naissance qui sera donné à coût de 13 ou les 15 millions de Guinéens, nous allons repasser devant les mêmes machines, cette fois-ci pour la prise des données supplémentaires ou complémentaires afin de la constitution du fichier électoral et aller à l'affichage de la liste électorale où chaque citoyen passera devant ces listes pour vérifier l'exactitude des informations qu'ils ont fournies avant d'imprimer la liste électorale définitive et avancer sur les différentes étapes du processus de retour constitutionnel. Pour moi, c'est pas de la mer à boire, mais je pense que ça demande aussi de la technique. Si vous avez des journalistes qui, techniquement, ont des outils ou l'étoffe nécessaire pour comprendre, nous pouvons vous inviter au ministère de l'administration du territoire. Oui, avec plaisir. On travaille nuit et jour, même les week-ends, pour pouvoir faire le maximum afin de satisfaire et établir des données pour les Guinéens qui sont fiables, qui sont sécurisées et qui pourront continuer à être utilisées dans les années à venir dans le pays. Et nous exempter de tout ce qui peut être désormais discussion stérile ou des conflits inutiles autour des questions liées. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, notre invité précis du jour. Monsieur le ministre, avec votre permission, vous allez rester en repérage. Nous allons marquer la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer ce débat parce que beaucoup de questions vous sont adressées sur nos différentes plateformes. Monsieur le ministre, les acteurs politiques se posent énormément de questions. D'autres
acteurs aussi, notamment ceux qui travaillent sur cette question d'identification, parce qu'il y a plusieurs opérateurs qui travaillent séparément. Alors, donc on revient dans quelques minutes pour continuer ce débat avec M. Mori Kondé, notre invité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Allez, Tidiane Messignal, donc le ministre est de retour. Talibé Bari, M. Mori Kondé, notre invité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Talibé. Monsieur le ministre, acceptez que nous insistions sur le process qui va permettre justement de tirer le fichier électoral de ces opérations du RAVEC. Est-ce que vous avez une idée du temps que d'abord la mise en place du dispositif de recensement prendra, le temps justement de l'opérationnalisation de ce recensement? Oui, Talibé, merci beaucoup. Je pense que ça fait plusieurs mois, on revient sur la même chose. Vous avez projet de chronogramme que le gouvernement a présenté, tous les détails en termes de délai jour par jour sont définis là-dedans. Je pense que l'antenne n'est pas mieux indiquée pour parler de ces détails aussi minimales que ça. Oui, c'est pas parce que... Non, c'est pour nos auditeurs, monsieur le ministre. Le temps nous est compté, le débat... C'est le détail très important. Monsieur le ministre, le temps nous est compté, le débat, c'est que beaucoup estiment que pour qu'on en vienne à cette extraction, il faut des années, monsieur le ministre. Je pense, quand vous posez la question, si vous laissez l'invité finir... Oui, c'est parce que vous estimez que ça ne valait pas la peine d'y revenir, monsieur le ministre. Bien. Monsieur le ministre. Oui. Oui. Oui, nous vous écoutons. Oui, j'étais en train de dire que par rapport au délai de réalisation du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, oui, nous avons un comité de suivi de la mise en œuvre des activités qui est mise en place. Vous suivez régulièrement les comptes rendus de ce comité et les communications qui sont effectuées par des personnes externes au gouvernement guinéen, qui sont des diplomates, qui vous ont toujours dit que, au regard du calendrier que le gouvernement et des délais que le gouvernement a présentés et ce qui est en train de se faire, le gouvernement était en place. Ça, c'est des communications qui ne viennent pas forcément de Mori Kondé, mais ça vient de ces partenaires-là. Parce qu'ils sont venus à la source, ils ont regardé ce qui est en train d'être fait au jour par jour et transposer les actions qui devaient se faire et qui sont en train de se faire. Quand je dis que ça ne sert à rien de revenir sur ces détails, ces débats, c'est quelque chose qui est un peu complexe, mais mieux, et sur la question du jour, on sera amené à faire des calculs tout à l'heure qui va nous prendre pratiquement 2 à 3 heures. Mais par contre, j'inviterai FIM à se rapprocher de les services techniques pour venir voir, voici le programme, avec des délais, telle activité devait se faire, telle activité devait se faire, telle devait se faire, à telle date, qu'est-ce qui est fait à date, qu'est-ce qui n'est pas fait, c'est ce qui permet de juger. Lorsque je prends l'adoption de cette loi, je le disais ici il y a 2 mois, ces 2 lois-là qui ont été adoptées à date du 25 octobre, dans le chronogramme que le gouvernement a présenté, ces 2 lois, l'adoption de ces 2 lois devait intervenir vers la première semaine du mois de novembre. C'est un exemple que je donne. Donc, tergiverser aussi ces questions de délai, le plus simple serait d'être devant un tableau où vous avez ce qui est prévu et ce qui est réalisé en termes d'action. Ça permet beaucoup plus facilement de juger qualitativement et quantitativement ce qui est en train d'être fait et ce qui reste à faire. Bien. Vous nous rassurez tout de même, monsieur le ministre, que le fichier, c'est un fichier... Ce sont des faits que j'essaie de vous expliquer. Ce n'est pas rassuré, mais ce sont des faits et c'est réel. Je suis formel là-dessus. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans le programme de recensement administratif à vocation d'état civil, c'est un travail qui est à la fois complexe et perplexe. Complexe parce que ça a des technicités et des moyens logistiques. Aujourd'hui, le seul côté qui permet ou qui fera que tout processus électoral, que ce soit en Guinée ou dans n'importe quel pays du monde, peut prendre un certain coût, c'est par rapport à l'acheminement de la logistique. Aujourd'hui, tout ce qui est dossier d'appel d'offres, normalement, il devait aussi intervenir vers la 2e semaine du mois de novembre. Tous ces dossiers d'appel d'offres sont à date près, mais légalement, le gouvernement ne pouvait pas aller à la conquête de ces prestataires-là
pour ses activités logistiques s'il ne dispose pas d'une loi qui encadrait. Donc, tout à l'heure, je le disais dans la première partie de l'émission, que l'adoption de ces deux lois donne un grand coup d'accélérateur au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Monsieur le ministre, deux questions des auditeurs. D'abord, cette question d'une auditrice. Bonjour Titi, quel instrument le MATD compte utiliser pour doter les Guinéens de ce numéro unique quand on sait que plusieurs opérateurs travaillent séparément? Pour le moment, le MATD n'a pas un opérateur qui travaille sur le numéro identifiant unique. Bien, si tu permets, voilà. Bien. L'extrait, l'acte de naissance aujourd'hui dont les citoyens disposent, l'acte de naissance que les citoyens ont disposé il y a 10 ans, à 15 ans, et l'acte de naissance que nous allons... Oui, monsieur le ministre. L'acte de naissance que nous allons... que nous sommes actuellement, que les services d'état civil sont en train de donner, ça va se passer de la manière suivante. Oui. Nous sommes en train de mobiliser de la logistique. Dans ma communication et de plaidoyer devant le Conseil national de la transition, j'avais fait cas que nous allons faire des efforts pour pouvoir amener les services d'état civil jusqu'au niveau le plus bas. Les centres, parce qu'il s'agit des centres principaux d'état civil, des centres secondaires, mais également des centres d'éducation d'état civil. Nous allons avoir à travers le pays 20 000 centres de déclaration de naissance et les postes de santé qui sont aux alentours de 1300 et quelques, et les centres de santé qui sont aux alentours de 400 et quelques, les communes dans les 362 collectivités vont être dotés de kits d'enrôlement des citoyens. Si Aboubakar ou Talibé dispose d'un acte de naissance, qui dispose d'un numéro d'identifiant, qui est différent du numéro d'identifiant qui est sur le passeport et le numéro d'identifiant qui est sur sa carte d'identité, vous aurez vous-même la possibilité de vérifier tout à l'heure après cette émission sur vos documents d'identité. S'il n'y a pas de concordance entre vos documents, vous serez obligé de repasser devant la machine pour qu'on reprenne l'impression de votre acte de naissance. Donc quand nous allons le reprendre, vous allez reprendre l'acquisition de la carte d'identité que vous avez, tout en amenant sur vous l'ancienne carte que vous disposez qui va être retirée par les agents de l'état civil et les agents de la direction centrale de la police de l'air et des frontières qui assurent le contrôle. On va vous donner une nouvelle carte d'identité qui dispose des mêmes informations du point de vue cohérent sur tous les plans que l'acte de naissance, et vous allez faire la même chose pour le passeport. Bien. Maintenant, et pour le moment, nous sommes en train de travailler avec les partenaires, et comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, depuis 2021, déjà, quelques semaines ou quelques mois après la prise de responsabilité par le CNRD, nous avons reçu un accompagnement technique et financier de l'Union européenne. Et c'est ce projet qui est en train d'appuyer. Et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ces dispositifs logistiques qui doivent être installés au niveau de l'ensemble des communes du pays puissent être faits dans les délais requis afin de pouvoir lancer l'opération de fourniture des actes de naissance qui sera la base de toutes les bases données désormais que le pays connaîtra dans tous les secteurs. Bien. Allez, l'autre interrogation d'un auditeur, cette fois-ci, parlant de la loi sur l'identification des personnes physiques en Guinée, quel serait l'apport du projet Wouri Guinée, domicilié à la primature, un projet financé par la Banque mondiale dans le cadre de l'identification des Guinéens et des étrangers vivant sur le territoire guinéen? Je n'ai pas compris la question. La question est celle de savoir quel serait, parlant de la loi sur l'identification des personnes physiques en Guinée, qui a été adoptée avant-hier, quel serait l'apport du projet Wouri Guinée, domicilié à la primature, un projet financé par la Banque mondiale dans le cadre donc de l'identification des Guinéens et des étrangers vivant sur le territoire guinéen? Bon, Aboubakar, là, on parle de l'État, on ne parle pas d'un projet. Les projets viennent appuyer les efforts de l'État là où l'État n'est pas en mesure de venir. On ne peut pas parler d'un projet. Pas même, c'est-à-dire que, le projet, c'est l'État micro du programme, donc on ne peut pas parler quand même de projet à côté d'une question de souveraineté de l'État.
que ce soit le projet Ouri ou un autre projet quelconque qui existerait, il nous reviendra décider de ce que nous voulons pour le pays et de ce qui est bien pour nos concitoyens. Pour le moment, nous sommes inscrits dans la logique de faire ce qui est bon et ce qui est bien pour le pays à l'image de ce qui se passe dans les autres pays. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le Nigeria vient de boucler son programme de RAVEC. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, comme je l'ai dit dans mon discours au CNT, si demain je ne souhaite pas, dans votre quartier, il y a un problème qui nécessite l'arrivée de la police, vous allez passer 30 à 45 minutes pour indiquer exactement votre maison à la police avant qu'ils arrivent. Simplement parce que nous n'avons pas un système qui permet tout de suite là de faire l'adressage. Au niveau du ministère de l'administration du territoire, comme la loi, les lois précédentes, notamment le code révisé des collectivités ou la loi sur la décentralisation, un travail devait être fait par toutes les communes pour faire l'adressage de la ville afin de fixer des adresses qui permettent d'abord à la sécurité de lutter contre la grande criminalité. Aujourd'hui, en dotant les citoyens de numéros identifiants uniques, d'abord, ça permet d'améliorer la gouvernance à tous les niveaux. Vous avez aujourd'hui dans des banques des comptes qui sont créés. Soit à Bouakar aujourd'hui ou Talibé peut créer un compte bancaire où toutes les informations du compte, c'est Talibé Bari, mais on est en mesure de mettre une photo qui n'est pas la photo de Talibé Bari pour ne pas que quelqu'un manipule, puisse se rendre compte qu'effectivement c'est le même Talibé qui a 20 millions de dollars sur ce compte. Le numéro d'identification, désormais qui sera attribué à tous les Guinéens, permettra de faire l'unification de l'individu dans la société à tous les niveaux. Lorsque vous achetez un terrain ou un bien immobilier, le titre foncier figurera le numéro d'identification personnelle. Donc, on sait à la conservation foncière, tel immeuble ou tel immeuble permet, et tel immeuble ou tel immeuble appartient à tel ou tel individu dans notre société. Et ce que vous devez comprendre, depuis le 5 septembre, tout ce que nous essayons de faire, tout ce que le gouvernement essaie de présenter ou au ministère de l'administration du territoire, nous sommes fidèles aux engagements que le colonel a pris le 5 septembre, c'est celui de moraliser la gestion publique et améliorer la gouvernance à tous les niveaux. Donc, ce numéro d'identification personnelle, c'est un élément clé et un facteur dans le cadre de l'amélioration de cette gouvernance à tous les niveaux. Les étrangers qui vont arriver à l'aéroport, ils auront des cartes et ils auront une carte que nous allons appeler la carte NIMBA, qui contient leur information d'identification, qui les permettra, s'ils doivent loger dans un hôtel, avec cette carte, d'abord qu'ils peuvent avoir accès à tous les services dans le pays, comme ça se fait dans tous les pays aujourd'hui où la question de l'individu est prise en compte et où les États quand même ont mis en place un certain nombre d'arsenals pour lutter contre la criminalité, la fraude, le blanchiment d'argent et tous les travers sociaux que connaît la plupart de nos pays. Bien. Donc, pour moi, à côté de cela, on ne peut pas parler d'un projet X ou bien d'un projet Y. Pour le moment, nous sommes sur une question de souveraineté qui consistait à doter notre pays de lois et de règlements qui permettent à nos citoyens d'abord d'être protégés, mais aussi de pouvoir lutter contre un certain nombre de travers sociaux. Même que ce soit le projet Ouri ou même d'autres projets que le ministère de l'administration du territoire pilote ici, nous allons voir dans la logique du possible qu'est-ce qui peut être fait pour davantage continuer à améliorer. Maintenant, on a eu des discussions avec la Banque mondiale. La Banque mondiale est le plus grand heureux à l'issue de l'adoption de cette loi, parce qu'ils estiment que ça fait plusieurs années qu'ils investissent sur la question d'identification, mais qu'ils avaient un problème de lisibilité. Mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique qui encadrait ce travail. Maintenant qu'on a un cadre juridique, l'argent n'est pas donné à un projet, l'argent est donné au gouvernement guinéen. C'est le gouvernement guinéen qui contracte les 40 millions de dollars avec la Banque mondiale pour financer le projet. Donc, c'est au nom du peuple de Guinée que cet argent est contracté. Nous allons voir quelle autre orientation donner à cet argent au service du peuple de Guinée pour son bien-être. Bien. Monsieur Mori Kondé, notre invité précis du jour. Oui, Mamadouri, on va aller comme ça. Bon, alors, moi, d'entrée, je suis vraiment content que vous ayez utilisé le mot jusqu'à information contraire. Vous estimez, vous projetez que le fichier électoral prochain sera extrait, n'est-ce pas, du RAVEC, puisque effectivement, je reste
moi convaincu que ce serait irréaliste que cela soit fait d'ici près de 14 ou 15 mois. En tout cas, si on tient compte du délai fixé pour la transition. Et puis, l'autre constat que je fais, même si hier j'ai félicité la démarche de se lancer finalement dans le processus, monsieur le ministre, est-ce que déjà la question n'était pas traitée dans le code civil, tout ce qui est naissance, déclaration de naissance, de décès ou de mariage, en tout cas tout ce qui se rapporte à l'état civil était traité depuis 1958, donc depuis la création de notre État, dans le code civil. Est-ce qu'en tant que tel, on peut dire qu'il n'y avait pas le minimum de cadre organique ou juridique qui encadrait la question? Peut-être que vous avez fait avancer les choses en créant une loi spéciale qui a été votée hier. Si on s'accorde là-dessus, je peux passer sur cette question. Oui. Je me permets de répéter la question de Basekou parce qu'elle est importante, pas que pour nous, mais pour tous ceux qui nous écoutent. C'est effectivement la possibilité d'extraire ce fichier du RAVEC, alors qu'il est universellement connu que en processus en termes de mise en place du RAVEC, il faut véritablement une véritable consolidation. Et toutes les étapes que Talibé a citées hier, je ne sais pas si monsieur le ministre les a, en termes de temps. Les 0% qu'il a cité hier, par exemple, il y a une période de sensibilisation, déjà pour faire adhérer les uns et les autres, pour mobiliser tout le monde, une période pratique de recensement et toutes les autres étapes. Est-ce qu'il est clair qu'on peut respecter ces délais? Et je termine en posant la question sur le budget cette fois-ci. Combien ça va coûter le processus jusqu'à terme? Ouais. Et à date, combien est mobilisé sur le budget prévisionnel de ce RAVEC? Merci beaucoup, Amadou. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez délai, qu'est-ce que vous appelez processus, mais vous oubliez quand même que ça fait un jour pour jour, parce que si je me rappelle, le chef de l'État a pris le décret de création de mise en place du programme national de recensement administratif en fin octobre 2022. Donc ça fait un an. Maintenant, je ne sais pas, les 14 mois que tu es en train de dire, est-ce que pour toi, ces 14 mois-là, c'est aujourd'hui que ça commence à l'antenne maintenant, ou bien sont les temps écoulés? Je pense que vous avez quand même aussi l'obligation d'éclairer vos auditeurs. Non, mais nous sommes à 14 mois de la fin des 2 ans de transition, conclu avec la CEDEAO. Exactement, c'est de ça que je parle. Écoutez, laissez-moi finir. Bien. En fait, je prends tout le temps de vous écouter avant de commenter. Ça fait quand même un an que nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit. Vous pensez que pendant ces un an-là, rien ne se faisait? C'est pourquoi je demande. En fait, cette question elle est tellement importante que vous, médias, je me dis que ça sera très bien que vous ayez des spécialistes qui puissent se rapprocher de nos services. Comme je l'ai toujours dit, moi, je suis très ouvert à recevoir des médias qui viennent pour toucher du doigt la réalité et aller commenter dans le média que de rester dans le studio et dire que... Bien. Nous allons vous faire une proposition là-dessus, monsieur le ministre. Bien. S'il vous plaît, je vais en venir. Oui. C'est moi qui ai annoncé dans le compte rendu du conseil de cabinet du ministère de l'administration du territoire de la semaine du 16 octobre que nous allons, que j'instruisais à mes cadres de publier l'appel à candidature pour le recrutement de 33 organisations de la société civile et de 8 autres pour la conduite des actions de communication sur le PNRAVEC. Quand vous regardez cette activité, je ne sais pas, là où Talibé a pris le programme de mise en œuvre du RAVEC, il a commenté hier, mais quand vous prenez ça sur le programme de RAVEC, vous remarquerez que ça c'est une activité qui vient comme au moins 18e ou bien 19e activité. Donc ce matin, si on veut faire croire aux citoyens que non, rien n'est en train d'être fait, il y a un problème de délai, je pense qu'il faut être prudent sur la question et accepter de vous rapprocher de nos services pour avoir beaucoup plus d'informations et qui vous permettra de, vous en tant que média de grande écoute, de jouer aussi pleinement votre partition à l'information et la communication et la sensibilisation même des citoyens. Mais encore une fois, oui, comme je le dis, dans les jours à venir, toute la logistique sera acheminée au niveau des communes où les citoyens vont passer devant les machines pour se faire enrôler, pour avoir des actes. Et au même moment que ce travail est en train d'être fait, la base de données primaire du fichier électoral sera constituée à travers la mise de côté de tous les citoyens
qui auront 18 ans révolus à la clôture du processus de passage des citoyens devant la machine pour le RAVEC. Et le budget? Mais le budget, on a largement communiqué sur ça. Vous avez même envoyé le document. Ça, c'est accessible partout. Partez sur le site du MATD, www.matd.gov.g. C'est transparent, tout est là-bas. Et ce qui est mobilisé à date aussi, vous êtes en mesure de le voir. Je pense qu'on peut faire l'économie. Tous nos auditeurs ne peuvent pas aller là-bas, monsieur le ministre. Dites-nous ce qu'il est du budget. Tous les auditeurs ne peuvent pas aller, mais Talib a l'obligation d'aller là-bas. Oui, mais quand ça vient de monsieur le ministre, c'est encore plus authentique et crédible que ce que les journalistes en diraient, monsieur le ministre. Oui, Talibé, je ne commente pas ce que certains journalistes en diraient. Je commente ce que les chroniqueurs de films sont en train de dire. Encore une fois, je vous invite à vous référer aux documents qu'on a mis à votre disposition. Nous avons invité tous les médias. On a donné un document sur lequel tous les budgets sont disponibles à chaque réunion de comité de pilotage. Tous les médias dont vous sont invités. Vous avez les comptes rendus. Et comme troisième élément, pour avoir l'information, vous vous rendez sur le site du MRTC.gov.gr. Vous avez toutes les informations liées au processus. Nous essayons de faire le maximum d'efforts pour faire la transparence dans tout ce que nous faisons comme opération. Non seulement lié au processus électoral, mais lié à la gestion même de ce qui nous a été confié par le gouvernement au niveau du ministère de l'Administration du territoire. Donc, dans toute transparence. Et vous pouvez même venir également au ministère, nos services se prêteront à toutes vos questions liées à... Bien, c'est noté. Recevez à présent les questions de Garay Dirassi. Oui, monsieur le ministre, la première question, pourquoi les organes d'exécution du PN-RAVEC ne sont pas encore installés? Et pourquoi jusqu'à date, vous avez pris 2 lois, mais après, jusqu'à présent, l'organe de gestion des élections n'est pas encore créé? Au niveau du ministère de l'Administration du territoire, il y a une direction qui s'appelle la Direction nationale des actions politiques et administration électorale. Ça répond à ta deuxième question. Je ne sais pas où vous appelez, qu'est-ce que vous appelez organe de gestion des élections. Il faut qu'on évite un peu dans ce pays à prendre l'exception comme la règle. Et cette histoire, je l'entends finir par-ci, par-là. Et c'est de l'exception qui a été créée parce qu'à un moment donné, des acteurs politiques qui avaient la gouvernance du pays ne rassuraient pas les autres acteurs politiques en face. Pour ce qui est de notre cas, cette refondation qui a été annoncée le 5 septembre va toucher à tous les domaines de la vie publique, notamment les réformes institutionnelles. Dans ces réformes institutionnelles, comme dans tous les pays du monde, c'est le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation qui organise le processus électoral. Et vous allez l'imposer, monsieur le ministre? Je n'ai pas compris. Vous allez l'imposer? Attendez, qu'est-ce que vous appelez imposer? Non, je veux dire, vis-à-vis des partis politiques. Il y a quand même des acteurs, en fait. Il y a des acteurs qui bénéficient, qui sont les bénéficiaires des élections. Oui. Si vous me laissez finir... Bien, on vous écoute. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Dans la discussion, si on doit parler de quelque chose, qu'on puisse avoir toute la base juridique et légale pour pouvoir le commenter. Qu'on ne transporte pas quand même des causeries qui se font entre amis. Non, monsieur le ministre. C'est extrêmement bien important. Là, nous parlons de l'avenir de notre pays. Oui. Je vous dis encore, dans tous les pays du monde que nous considérons démocrates, le ministère en charge de l'administration du territoire à travers la direction générale des élections dans certains pays où la direction générale de l'administration électorale et des affaires politiques qui a la charge d'organiser les élections. Maintenant, dans ces mêmes pays, il y a effectivement une structure qui est créée autour de cette direction où les acteurs politiques siègent pour regarder au jour le jour ce qui se passe, formuler des recommandations, contester même certaines choses et amener à apporter des corrections. Notre pays ne fera pas exception. Le même processus se fera en Guinée de la façon la plus transparente. Maintenant, en ce qui concerne la question liée aux organes du PN-RAVEC. Du PN-RAVEC, oui. Peut-être que vous n'avez pas c'est ce que j'ai dit pour les journalistes, il faut aller à la recherche d'informations. Nous avons pris des arrêtés de création de tous les organes de pilotage du PN-RAVEC du niveau central jusqu'au niveau de la base. Eh bien, et qu'en est-il du coordinateur? Le coordinateur qui n'est toujours pas nommé, monsieur le ministre, et c'est vous qui devez le proposer pour que le président prenne un décret. La nomination par décret relève la discrétion du président de la République. Il peut le faire à tout moment. Mais il se trouve que le PN-RAVEC, comme vous savez, c'est un programme
à l'intérieur d'un département ministériel qui dispose des cadres qui sont en train de travailler le jour au jour. Donc, le président prendra le décret au moment venu pour nommer la personne qui le conviendrait le mieux pour assurer la coordination de ce programme. Comme vous dites la coordination. Pour le moment, nous sommes au niveau opérationnel de mobilisation de tout ce qui est stratégique et... Bien, allez-y, Basekou. Monsieur le ministre, d'autres questions pour vous. Récemment, le procureur spécial près la CRIEF a pris une ordonnance pour interdire les sorties de territoire au DAF. Et ensuite, on a vu aussi... le communiqué du Premier ministre. Le communiqué du Premier ministre. Pourquoi avoir décidé de retirer les passeports diplomatiques et services des cadres de l'administration publique, y compris les ministres? Oui, je pense que le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, que je félicite d'ailleurs pour ses actes, mais également pour son action visant à montrer davantage que l'image de la gouvernance de notre pays a changé. Pour rappel, 3 ans en arrière en Guinée, on ne pouvait pas quand même imaginer qu'un haut commis de l'État pouvait s'inquiéter de sa gestion. On ne pouvait pas imaginer qu'un procureur en toute indépendance pouvait se lever et demander à un commis de l'État des comptes pour lui dire que non, tu ne peux pas te déplacer parce que tu es reçu de telle ou telle dénonciation. Ce que vous devez comprendre, je pense que dans les commentaires que nous faisons en longue sorte dans l'opinion, nous nous attardons beaucoup plus sur des commentaires par rapport aux actions du procureur spécial. Nous ne voyons pas la portée morale, la portée sociale et sociologique que les actions du procureur aujourd'hui est en train de porter sur la gouvernance de notre pays. Le procureur reçoit des dénonciations sur n'importe quelle personne. C'est tout à fait normal pour le procureur, en attendant que les auxiliaires de justice, ce sont des officiers de police judiciaire, de gendarmerie et de police, ou d'autres enquêteurs, puissent asseoir la conviction que, effectivement, la dénonciation que vous avez reçue sont fondées ou ne sont pas fondées. Maintenant, en attendant que ces dénonciations soient vérifiées et qu'il y ait un fondement ou pas, le procureur est en droit de dire à la personne, bon, écoutez, en attendant que telle procédure ou telle enquête ne puisse aboutir, interdit de sortir. Mais ensuite, monsieur le ministre, c'est le timing également qui a été choisi. Monsieur le ministre, c'est le timing qui a été choisi parce que cette ordonnance du procureur spécial de la CRIEF qui interdit aux DAF de sortir du pays a été prise quelques jours juste après leur convocation au ministère du budget. C'est le timing là qu'on ne comprend pas parce que le procureur avait la possibilité de prendre cette ordonnance là bien avant. C'est là même que vous devez plutôt apprécier. Le ministre du budget, ministre en charge de l'argent public, qui gère notre douane, qui gère notre impôt et toutes nos recettes qui a la charge de mobiliser. C'est lui qui affecte les DAF au niveau des départements ministériels. Il a eu vent d'une dénonciation. Manu Mitari, il était déjà hors de son bureau. Dans le souci de ne pas rattraper l'information, il a décidé d'inviter tous les DAF à son ministère pour se rassurer que la dénonciation dont il a eu connaissance s'avère réelle ou pas. Il a travaillé avec les DAF, ça a permis d'avoir des documents. Après, le procureur est en droit de s'autosaisir. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, 1 mois, 2 mois avant, c'est vous les mêmes médias qui étaient en train de fustiger le caractère amorphe aujourd'hui de la répression contre toutes les personnes qui sont en train de faire revenir les anciennes pratiques. Maintenant, si le procureur, à l'issue des dénonciations dont il a eu connaissance, a décidé d'interdire la sortie du territoire à ses chefs de division administrative et financière, je pense que tout le peuple de Guinée doit se réjouir de cet acte du procureur parce que ça prouve quand même que la Cour de répression des infractions économiques et financières n'a pas été créée que pour la gestion du passé, mais c'est pour la gestion actuelle. Ça veut dire que demain, n'importe quelle personne peut être inquiétée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le procureur Ali Touré, si on était dans un autre pays, dans un État où les mérites sont reconnus, il devait être célébré pour ce acte de bravoure et de courage. Parce que, écoutez, s'il vous plaît, se lever un bon matin, et prendre de telles ordonnances,
dans un contexte que nous connaissons tous, dans un pays où on n'a jamais osé même dénoncer un simple assistant d'un ministre, je pense que quand même c'est un acte. C'est un acte donc de bravoure. C'est une prouesse pour vous. Bien, mais on sait comment Ali Touré travaille sans jeter de l'anathème sur lui. On vient de... non, mais attendez, monsieur le ministre, l'État guinéen vient de se faire prendre une gamelle en pleine figure devant la Cour de justice de la CEDEAO et qui ordonne que Kassori Fofana et deux de ses co-détenus, les anciens ministres Mohamed Diané et Oueglavi, soient libérés immédiatement et sans condition parce que la procédure qui a été engagée par devant elle s'est révélée totalement infructueuse pour la CRIEF. Et on sait aussi que dans plusieurs procédures, les accusations qui ont été portées par M. Ali Touré ont du mal à être prouvées devant la CRIEF. Donc c'est là où il y a des inquiétudes, il y a des doutes. Oui. Aboubakar, vous allez me laisser finir. Bien, allez-y, oui. Comme j'étais en train de le dire, c'est vous les médias ici qui ont quand même alerté le gouvernement pour dire que attention, les anciennes pratiques commencent à revenir dans le pays. Le CNRD est en train de laisser sa vocation et entendu même dans votre studio des journalistes dire que le 5 septembre n'avait pas sa raison d'être. Maintenant que nous sommes en train de revenir à ces fondamentaux, que le procureur spécial de la Cour de répression a pris des décisions, on vient encore pour jeter le discrédit sur son acte qu'il a pris. Maintenant, l'autre chose concernant le passeport, le service, le passeport diplomatique, et pour nous qui avons travaillé dans les organisations à l'international, moi je ne connais aucune organisation où le passeport qui est donné à une personne reste avec lui après le voyage. Le passeport de service, le passeport diplomatique reste la propriété exclusive de l'État guinéen. Le Premier ministre, les membres du gouvernement sont libres de le laisser garder par les cadres ou de le retirer. Maintenant, je vais vous expliquer. À un moment donné, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé à tous les départements ministériels de lui faire le point par rapport aux demandes de passeports de service et demandes de passeports diplomatiques. Nous sommes à la conclusion qu'il y avait certains départements ministériels où il y avait beaucoup de passeports de service qui ont été émis avant le 5 septembre. Ce que vous ne savez pas, c'est que nos services de la police et des frontières, dans les aéroports et dans les frontières, reçoivent régulièrement des citoyens guinéens, parfois qui ne sont même pas des fonctionnaires, qui sont des commerçants et qui ont des passeports qui ont été délivrés avant le 5 septembre comme des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce travail-là a été fait au niveau du ministère de la Sécurité. Des passages d'ailleurs que je donne les cadres au niveau de la direction centrale de la police de l'air, que je félicite pour ce travail. Ils ont rendu compte au ministre qui a présenté en conseil interministériel et en conseil des ministres cette situation. Nous nous sommes rendus compte que sur 100 passeports en circulation aujourd'hui en Guinée comme passeport de service, c'est à peu près les 20% seulement qui ont été émis au temps du CNRD. Les 80% ont été émis avant le 5 septembre. Mais ces 80%-là, vous remarquerez que plus de la moitié sont détenus par des personnes qui n'ont pas qualité d'avoir un passeport de service. La plupart, ce sont des commerçants, parfois des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Est-ce que le discours de refondation prôné par le colonel Mali Doumbia le 5 septembre tient si on devait laisser ces gens circuler en toute impunité avec ces passeports? Pour nous, ce n'était pas bien. C'est pourquoi le Premier ministre, en conseil interministériel d'abord, a demandé à tous les départements ministériels de lui faire le point de tous les passeports de service et de tous les passeports diplomatiques détenus dans chaque département. Maintenant, quand je prends le ministère de l'administration du territoire, depuis ma nomination ici, qui fait aujourd'hui jour pour jour 2 ans que je suis ministre de l'administration du territoire, je n'ai pas demandé un seul passeport de service pour un cadre. Aucun cadre du ministère de l'administration du territoire, depuis que je suis là, n'ont demandé de passeport de service. La simple raison, c'est que nous, on gère l'intérieur du pays, on n'est pas appelé à voyager beaucoup. Maintenant, il se trouve que, malgré que moi, je n'ai pas demandé de passeport depuis que je suis là, ça fait 2 ans, mais il y a des passeports au nom du ministère de l'administration du territoire, il n'y a pas que la centaine qui circulent au nom du MACD. Et vous verrez que ces cadres-là ne sont plus en fonction, ils ne sont pas là, ou certains de ces cadres n'ont jamais été en fonction des détenteurs de ces passeports. Là, on comprend mieux maintenant. Est-ce que estimez qu'il faut laisser ces passeports en train de circuler? Pour moi, en le faisant, c'est une responsabilité vis-à-vis du peuple de Guinée. Et je pense que même vous,
le jour que vous aurez appris ces informations, vous n'allez pas nous pardonner. Oui, alors pas du tout. Cette situation. C'est ce qui a amené M. le Premier ministre à demander maintenant au ministre de récupérer tous les passeports de service et de les garder, de récupérer tous les passeports diplomatiques et de déposer à son niveau parce que le passeport diplomatique se gère au niveau du cabinet du Monsieur le Président de la République. Comme tous les ministres ne peuvent pas aller déposer leur passeport diplomatique au cabinet de Monsieur le ministre directeur du cabinet, le Premier ministre récupère les passeports diplomatiques pour envoyer afin de voir désormais. Nous avons quand même des passeports diplomatiques en circulation. Sont en train d'exercer effectivement des fonctions diplomatiques ou des fonctions de l'État. Mais à l'issue de ce travail, ça permettra désormais de faire la décantation. Qui circulent de façon frauduleuse, diplomatique, de pouvoir prendre les dispositions pour les mettre hors d'état de nuire pour qu'ils ne soient plus utilisables. Bien. Moi, ministre de l'administration du territoire, je sais que je n'ai pas demandé de passeport de service depuis que je suis là. Donc, tous les autres passeports de service qui sont en train de circuler, je vais prendre les dispositions pour ne plus que ces passeports puissent être utilisables. Je pense que, au lieu de commenter ça autrement, les journalistes que vous êtes seraient allés à la source pour avoir la bonne information. Mais je pense, bien. Allez, maintenant on a la bonne information. Bien, on a la bonne. On a d'autres questions à vous poser, monsieur le ministre, si vous permettez. Est-ce que c'est l'heure de la pause? On va vous reprendre dans 10 minutes exactement parce qu'on doit parler d'autres choses en votre compagnie, notamment de ce concours de recrutement à la fonction publique et particulièrement du cas des enseignants contractuels qui vous concernent personnellement. On parle là aussi de l'organisation des forums préfectoraux et l'actualisation des PDL et d'autres questions d'actualité aussi. Donc avec votre permission, nous serons de retour dans 10 minutes exactement pour finir, en tout cas poursuivre et parachever cette interview. Et je m'arrête là-dessus pour continuer. Tiyan m'apprend donc Talibé que le ministre, plutôt Bassekou, que le ministre Mori Kondé, notre invité, est de retour. Bassekou. Oui, monsieur le ministre, concernant toujours la situation de ces passeports diplomatiques, qu'en est-il du cas des secrétaires généraux qui ont été retirés suite au récent décret qui a été pris, alors que nous avons des directeurs nationaux qui disposent de ces passeports diplomatiques et pourtant à l'extérieur, ces secrétaires généraux sont parfois considérés comme des vice-ministres. Et puis il y a la situation aussi de recrutement à la fonction publique et la situation des contractuels, des anciens contractuels sur laquelle vous êtes personnellement interpellé. Merci beaucoup, Bassekou. Sur la question, comme je le dis, je pense que vous-même, vous venez de confirmer ce que je disais tout à l'heure, que des individus disposeraient des passeports de service et des passeports diplomatiques sans en avoir la qualité. Oui. Ça confirme effectivement ce que vous venez de dire, que les secrétaires généraux n'ont que des passeports de service, mais qu'à l'extérieur, parfois, il y a des gens ou des directeurs qui présentent des passeports diplomatiques. Raison encore de plus que le gouvernement doit sévir, mettre de l'ordre dans ce domaine. Je précise que du 5 septembre 2021, les seules personnes qui ont eu les passeports diplomatiques, ce sont le Premier ministre et les membres du gouvernement, les cadres nommés dans les fonctions diplomatiques au niveau des ambassades et consulats de la Guinée à l'étranger. En dehors de ceci, aucun directeur... Grand P qui a bénéficié d'un passeport diplomatique. Qui ça? Grand P. Oui, attendez, quand j'ai dit les personnes qui assument des fonctions dans les ambassades et dans les consulats. Grand P est un ambassadeur, quand même. Bien. Ah, d'accord. Bien. Grand P est un ambassadeur. Très bien. C'est noté. Donc, ça veut dire que les secrétaires généraux des départements ne sont plus éligibles au passeport diplomatique. Oui, le décret instituant la question des passeports diplomatiques a cité un certain nombre de catégories de personnes qui doivent avoir les passeports de service et les passeports diplomatiques. Maintenant, si vous remarquez les passeports diplomatiques dans les mains d'une personne qui n'est pas citée dans ce décret, dites-vous directement que cette personne a fait l'acquisition de ce passeport avant le 5 septembre et c'est pourquoi la décision de M. le Premier ministre de retirer tous les passeports diplomatiques et faire retirer tous les passeports de service par les ministres permettra d'assainir ce domaine et de permettre à ceux-là, de façon réglementaire qui sont définis dans le décret,
d'avoir ce qui doit leur revenir. Bien. Donc, les secrétaires généraux ne sont plus éligibles au passeport diplomatique. Non, il faut effectivement sur le décret instituant les passeports de service diplomatique, les catégories de personnes sont définies par rapport à ces documents de voyage. Bien. Oui. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question de Basekou, oui. Monsieur le ministre, avant de répondre à cette question de Basekou, je voulais savoir, les anciens ministres disposant de passeports diplomatiques, est-ce que ceux-ci-là ne vont pas se voir retirer aussi les passeports? Bon, pour le moment, il n'y a pas eu de débat au niveau du gouvernement sur cette question. C'est pourquoi je ne suis pas aventuré là-dessus. Bien dit. Bien. Oui, sur le recrutement à la fonction publique, qu'en est-il du cas des anciens contractuels? On apprenait ce matin à travers une interview de Aboubakar Souma, le secrétaire général du SLEG, chez nos confrères d'Afrique Guinée, que le gouvernement serait en train de négocier un compromis avec les syndicats des enseignants, un compromis qui ferait que ces anciens contractuels accéderaient directement à la fonction publique sans passer par le concours, et en retour, ils renonceraient aux arriérés de primes. Est-ce que vous confirmez? Je n'infirme pas, je ne confirme pas. Je vais vous clarifier sur la question. Comme vous le savez, souvent j'aime toujours prendre comme référence des lois parce que pour moi, à ce niveau-là, il faut être prudent par rapport un peu à tout ce qui est disposition des textes. Maintenant, sur le recrutement à la fonction publique, oui. Le gouvernement, à travers le ministère du Travail de la fonction publique, a passé un communiqué pour lancer un recrutement à la fonction publique de l'État. Oui. Au même moment, vous avez la question des enseignants contractuels qui était pendante. Mais on va revenir un peu en arrière. En l'an 2007, la Guinée s'est dotée d'une loi sur la décentralisation. En 2017, la loi a été révisée. Lorsque vous prenez cette loi, qui s'appelle le Code des collectivités, cette loi a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités locales, dont la question liée à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire pour les communes. Et l'enseignement au lycée aux régions en tant que collectivité. Pour le moment, comme notre décentralisation est au niveau des communes urbaines et des communes rurales, donc les 14 domaines de compétences transférés par l'article 29 de la loi portant code de révision des collectivités, et parmi ces 14 domaines, vous avez la réalisation des infrastructures scolaires, leur équipement, la gestion et tout ce qui est lié aux enseignants du préscolaire, c'est-à-dire que des écoles maternelles, des écoles primaires et des collèges. Maintenant, de l'an 2017, au moment de la révision de cette loi jusqu'à maintenant, il y avait un vide juridique qui planait toujours en Guinée, qui ne permettait pas au gouvernement successif de pouvoir faire face à un processus de recrutement des fonctionnaires appelé fonction publique locale. En 2022, nous avons présenté cette loi au Conseil national de la transition qui a été adoptée à l'unanimité des membres, donc qui a permis de doter le pays d'une loi spéciale sans statut des fonctionnaires des collectivités. Dès lors que cette loi-là a été adoptée par nos honorables conseillers et l'avis juridique de constitutionnalité a été donné par la Cour suprême, le décret de promulgation a été pris par le chef de l'État, le pays n'a plus d'excuse de continuer à faire payer, à recruter, à déployer, à faire payer les compétences transférées aux collectivités par l'État central. Ce n'est plus possible. En le faisant, l'État même s'engage systématiquement dans une violation de ses propres lois. Maintenant, pour éviter, nous avons rencontré des syndicats du secteur de l'éducation. Nous leur avons dit, la loi est très claire. Les fonctionnaires des collectivités sont au même titre que les fonctionnaires de l'administration centrale. Nous allons organiser un concours qui permettra de recruter non seulement des enseignants au niveau de la fonction publique locale, des agents de santé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les postes de santé, les centres de santé et les CMC
relève des collectivités locales et non des compétences de l'État central, donc du ministère de la Santé, non. Donc les CFT, les centres de santé, les postes de santé relèvent des collectivités, c'est-à-dire des communes. Le jour que nous allons avoir les régions comme communes, les hôpitaux préfectoraux régionaux également relèveront de ces collectivités en tant que région. Comme je le disais, les postes de santé et les centres de santé, leur construction, leur équipement, tout ce qui doit être fait dedans relève des collectivités. Oui. C'est pourquoi, courant cette année 2023 par exemple, vous avez remarqué dans une de mes communications où vous avez annoncé que le ministère de l'Administration du territoire, à travers les ressources mises à la disposition de l'Agence nationale de financement des collectivités, on a réalisé 216 infrastructures sur tout le territoire national qui sont composées spécifiquement de santé, de postes de santé, d'écoles primaires, de collèges, ainsi de suite, sur le territoire. Bien. Beaucoup de citoyens se poseront la question, mais pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Administration du territoire qui réalise ces infrastructures? Qui réalise ces infrastructures en lieu et place du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Parce que, à date, au regard de la loi, c'est sur les collectivités qui ont compétence de réaliser ces infrastructures. Bien. Toute autre réalisation effectuée par l'argent public est préjudiciable aux personnes qui se sont engagées là-dedans. Très bien. Donc, voilà qui est bien dit. Nous avons expliqué toutes ces dispositions aux syndicats de l'éducation. Maintenant, dans les discussions qui sont en cours, même aujourd'hui, normalement, mon collègue, le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno, docteur l'ancien ministre du Budget et Guillaume Avil, ministre de l'Éducation, nous allons nous retrouver cet après-midi avec le syndicat de l'éducation, échanger avec eux par rapport à leur volonté qu'ils ont annoncé de renoncer aux arriérés des primes de l'année dernière et après l'authentification des diplômes, de les faire engager. Et il y a une nuance que je voulais clarifier. L'année dernière, le besoin en enseignants qui avait été exprimé était de 10 000. Lorsque nous sommes partis sur le terrain, on s'est retrouvé avec 18 000. Maintenant, dans le cadre du recrutement, du concours de recrutement à la fonction publique locale, qui est différent du concours de recrutement à la fonction publique de l'État qui est actuellement lancé, les enseignants ont plaidé qu'eux-mêmes, ils sont conscients que parmi eux, beaucoup n'ont pas qualité d'enseignants. Donc, beaucoup ne peuvent pas permettre à nos enfants d'apprendre. Maintenant, pendant la période des vacances, nous avons réuni le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, celui de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Nous avons demandé de nous envoyer tous les dossiers des 18 000 enseignants contractuels qui ont travaillé. On a mis ces dossiers à la disposition de ces 3 cadres qui ont mis en place des commissions. Ces commissions ont travaillé pour authentifier les diplômes et les différents diplômes de ces enseignants contractuels. Maintenant, à l'issue de l'authentification, il y a eu 13 000 diplômes, 13 et quelques mille, je ne maîtrise pas, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais à peu près 13 000 diplômes qui ont été authentifiés. Maintenant, nous avons dit ceci. Parmi ces 13 000, on doit voir, parmi eux, quels sont ceux-là qui sont sortis des écoles normales des instituteurs appelés ENI, nous allons les classer d'un côté. Quels sont ceux qui sont sortis de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, l'ISEG, nous allons les mettre de côté. Quels sont ceux-là qui n'ont fait ni l'ISEG ni l'ENI, mais qui ont fait plus de 5 ans dans l'enseignement et qui ont un diplôme universitaire? Nous allons les mettre de côté. Maintenant, quels sont ceux-là qui n'ont ni diplôme de l'ENI, ni diplôme de l'ISEG, et qui n'ont pas fait 5 ans d'expérience dans l'enseignement? Nous allons les mettre de côté. Et ce sont ces différentes catégories qui vont être soumises à des évaluations sous forme de concours pour l'accès à la fonction publique locale. Mais encore une fois, comme je le disais, les conditions de recrutement au niveau de la fonction publique locale, c'est très clair. On ne peut être fonction publique... agent de la fonction publique locale. Agent de la fonction publique locale que lorsque on a participé à un concours organisé par les structures mandatées pour le réaliser. Maintenant, les emplois à pourvoir pour le cas précis, ça va être les enseignants au niveau de l'éducation, les médecins pour les centres de santé, les gens de santé communautaire, ça peut être des enseignants, des infirmiers d'État, ainsi de suite. Les moniteurs de certains engins agricoles qui vont être recrutés pour venir en appui au programme d'initiative présidentielle visant à promouvoir l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons, sur le territoire national, plus de 500 tracteurs qui sont distribués par le ministère de l'Agriculture
mais nous avons un problème de moniteurs. Donc, il sera recruté des jeunes qui vont être formés davantage par l'enseignement technique et qui seront déployés dans les collectivités, payés au niveau de la fonction publique de la collectivité pour être moniteurs de ces agents agricoles afin d'être au service des citoyens. Donc, nous sommes dans les discussions avec le syndicat de l'éducation sur la situation des contractuels. Si tout va bien demain et aujourd'hui, ou peut-être le lundi, nous allons procéder à la signature du protocole d'accord qui mettra fin à tous ces disputes, de discussions autour de la question des anciens contractuels et régler définitivement leurs questions, qu'on est parti à cette contractuelle en Guinée, ils vont tous passer par le concours, même si leur volonté est pas soumise à un concours, mais parmi eux, beaucoup estiment qu'effectivement, le concours permettra de décanter Bien entendu. les vrais enseignants contractuels Ouais. et ceux-là qui ont payé de l'argent à tierces personnes pour être sur la liste des contractuels. Ouais. Donc ça, c'est les questions. Ça permettra donc que nous allons de décanter. Ouais. régler, de décanter que nous allons régler avec eux pour faire que les fonctionnaires des collectivités locales et mettre fin désormais à la question des enseignants contractuels et offrir à ces jeunes qui ont beaucoup souffert dans les villages, dans les sous-préfectures, dans le but vraiment de donner de la formation à nos enfants Bien. à tous les niveaux dans le pays. Bien dit. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation. Les deux dernières questions, parce que nous gardons le ministre depuis plus de 2 heures. Ouais, monsieur le ministre, Les deux dernières questions. nous interpellons aussi ce matin sur la situation de certaines collectivités locales qui ne disposent pas de délégation spéciale depuis la dissolution des conseils municipaux. Je vous cite par exemple le cas de la commune rurale de Ouassou dans Dubreka. Depuis plus d'une année, il n'y a pas d'équipe communale et les recettes issues de l'exploitation des carrières seraient directement versées à la préfecture. Vous avez le cas aussi Et le cas de Matakan aussi, hein, Oui. c'est à Bofa. Vous avez aussi le cas aussi de certaines communes rurales aussi dans Sigiri. Dites-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait par vous et par vos équipes pour procéder à la mise en place des délégations spéciales dans ces collectivités locales dont les mandats des élus locaux sont largement Bien. dépassés. Et plus globalement, on sait qu'il y a quelques jours seulement que le mandat de tous les exécutifs, tous les exécutifs communaux élus en 2018, que leurs mandats ont échu. On entend des acteurs se prononcer vers la mise en place des délégations spéciales à l'échelle de tout le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préconisez? Sur quoi vous travaillez comme schéma? D'abord, sur la question de Ouassou et Mankounda, la délégation spéciale est mise en place. Moi, j'ai devant moi l'arrêté de nomination des membres de la délégation spéciale de Mankounda. Je pourrais partager avec vous après l'émission. Et sur la question globale de la gestion des collectivités, et moi, je ne suis pas engagé dans un processus de mise en place de délégation spéciale. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je reste attaché au texte et au règlement, à savoir le code des collectivités. Le compte rendu du conseil de cabinet du ministère de l'administration du territoire de décentralisation de la semaine du 9 octobre disait clairement que les équipes du MATD et du ministère de l'Inspection générale des finances et de la direction générale du budget sont en route pour les collectivités pour encore procéder au cycle d'évaluation de la gestion et du fonctionnement des collectivités. Je vous rassure que toutes les collectivités qui seront en train de faire une gestion au parcours, une gestion qui n'est pas vertueuse, qui ne répond pas aux dispositions du code révisé des collectivités, seront renvoyées comme les autres ont été renvoyées, remplacées par les délégations spéciales qui seront formées par les citoyens qui habitent au niveau de ces collectivités. En ce qui concerne la question de mandat, ce ne sont pas les collectivités qui organisent leurs élections, c'est l'État qui organise les élections au niveau des communes. Lorsque les mandats seront arrivés à terme, il reviendra à l'État de façon obligatoire d'organiser les élections. En attendant l'organisation de ces élections, les collectivités qui respecteront la gouvernance telle que décrite par le texte de loi et qui répondront aux aspirations des citoyens qui les ont élus vont continuer à travailler. Maintenant, que ça soit mandat échu ou pas, je dis, collectivité qui sera inspectée et que la gestion n'est pas du goût de la loi, vont être simplement débattus au profit d'une nouvelle équipe qui sera constituée par les citoyens. Très bien.
La toute dernière question, Mamadouri. Une question qui est précédée d'une sorte de suggestion. En fait, c'est vraiment pour que vous acceptiez de venir dans cette émission Respublica, parce que j'ai envie vraiment qu'on aborde ce sujet à Bakar, il est très intéressant. Est-ce que le ministère a un chantier en lien avec le rôle de tous les acteurs sur la chaîne de la décentralisation, les chefs des secteurs, chefs des quartiers, jusqu'au maire dans la vie de ces collectivités, surtout aujourd'hui dans ce contexte actuel, en lien avec la gestion des déchets? Ça devient un problème assez sérieux. Ce n'est pas une question. Bien. La question maintenant, c'est, vous avez dit que le président a lui seul le décret, le pouvoir donc de décret. Si jusque-là, le coordinateur donc du PNRAVEC n'est pas nommé et que cela continue à prendre le temps, on ne sait pas quand est-ce que le président prendra le décret, est-ce que ça peut conséquemment jouer sur les délais, les prévisions globales, n'est-ce pas, du PNRAVEC? Amadouri, la question d'un individu n'a rien à voir avec le déroulement d'un programme électoral. Ah bon? D'accord. Hein? Donc ça peut continuer sans mais normalement, dans le décret, monsieur le ministre, une question simple, monsieur le ministre. Non, mais dans le décret du président, c'est le coordonnateur qui est l'ordonnateur du budget. Non. Ce n'est pas vrai. C'est le ministère de l'administration, c'est le gouvernement qui est l'ordonnateur du budget du processus électoral. Moi, j'ai le décret, voilà, au bureau, je vais le regarder. Je pense que vous êtes... je pense que... Oui, allez-y. Le coordinateur de n'importe quel programme, pas seulement le PNRAVEC, est l'ordonnateur du budget de son activité. Le recours constitutionnel est porté par M. le Premier chef du gouvernement. Au niveau de chaque département sectoriel, le département sectoriel concerné, le chef du département qui est le ministre, est l'ordonnateur de l'ensemble des activités et du budget et du recours constitutionnel. Un programme spécifique dans le département, celui-là qui est à la tête, c'est lui qui met en œuvre. Comme je l'ai dit, pour le moment, nous sommes sous des actions stratégiques et politiques qui ne nécessitent pas forcément la place ou non d'un coordinateur ou pas. Et l'autre chose, comme je le disais, tout ce que nous faisons, nous essayons d'être adossés au niveau de la loi. Au regard du but juridique qu'on avait également par rapport à l'état civil et à l'identification, pour nous, ce n'était pas opportun pour le moment d'aller à une quelconque nomination d'un individu. Pourtant, le travail serait en train de se constituer. Bien. Je rappelle ici que oui, le petit registre sur lequel on est en train de travailler, sur lequel les collègues sont en train de travailler, est même antérieur à la présentation du chronogramme de la transition. Le 22 mai au Conseil national pour adoption. Bien. Allez, peut-être, puisqu'on parle de nomination, on apprend aussi que au sein de votre département, plusieurs des nominations attendent au niveau de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, le BSD, la direction générale des collectivités locales, l'Office national de l'état civil. Qu'est-ce que vous avez à répondre, monsieur le ministre? Bon, je pense que ces questions, pour moi, ça, c'est des questions internes d'un département ministériel. Oui. Et si déjà... Mais ça concerne la vie de la nation. Écoutez, non, ça ne concerne pas la vie de la nation. Moi, je sais qu'au niveau de la direction générale des collectivités du MATD, il y a quelqu'un qui a été nommé par décret du chef de l'État. Au niveau des tous ces services, il y a des personnes que moi j'ai nommées comme des intérimaires. Encore une fois, comme je vous le dis, et c'est vérifiable, tous les cadres du ministère de l'administration du territoire, du Conakry à Yomu, de Forêt-Caria à Koundara, sont passés devant une équipe d'évaluation et à chaque étape d'évaluation, les personnes qui ont montré un certain niveau, c'est ceux-là qui sont proposés sur une liste de nomination et transmis à M. le Premier ministre pour transmission au chef de l'État. Bien. Pourquoi vous remarquerez que vous ne verrez personne qui a été nommé au MATD comme conseiller, comme directeur, qui n'est pas un cadre originel du ministère de l'administration du territoire. Parce que nous tenons à la continuité de l'État, nous tenons à mettre tous les Guinéens au même pied d'égalité. Bien. Sinon, on aurait pris des gens par-ci par-là pour les faire venir. Mais pour le moment, et je suis formel là-dessus, je suis en mesure de vous inviter, vous montrer un tableau d'évaluation de 1000 et quelques cadres du MATD, devant le nom de chacun, c'est quoi son profil, pendant son interview sur telle question, quelles sont les réponses qu'il a données, quels sont les moyens qu'ils ont obtenus. C'est pourquoi je disais que c'est des trucs internes, parfois, que je ne trouve pas nécessaire, moi-même, de le juger à la population, mais que les concernés eux-mêmes diront un jour que il y a un ministre qui était passé au ministère de l'Administration du territoire qui a mis les conditionnalités de nomination de tous les cadres
à une évaluation permettant de nommer les gens il faut à la place qu'il faut et ne pas nommer des personnes qui se sentent peut-être proches du ministre ou bien qui se sentent proches d'un parent du ministre. Bien. Monsieur Mori Condé, grand merci à vous. Merci d'avoir été disponible pour nous depuis 8h35. Ce fut un grand oral. Merci de votre disponibilité, monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup à Bouakar. Je voudrais cependant une question qui a fait aussi l'objet de plusieurs discussions à un moment donné. Oui, allez-y. Par des spécialistes entre guillemets. Et lorsque le ministère de l'Administration du Territoire a annoncé l'organisation des forums de développement. Les forums préfectoraux. Oui, j'ai entendu des commentaires des spécialistes entre guillemets. Malheureusement, c'est ça la réalité de notre pays. Et je voulais faire un certain nombre de précisions là-dessus. Oui. Et comme vous le savez, dans notre pays, nous avons 362 communes urbaines et rurales. Et l'instrument, l'outil de travail de ces collectivités s'appelle le plan de développement local, le PDL. Ce PDL est l'agrégation normalement de l'ensemble des actions futures à mettre en œuvre dans les collectivités. Mais depuis des années, qu'est-ce qui est passé dans notre pays? Oui. C'est un partenaire qui s'élevait, comme j'étais un des partenaires par exemple des collectivités, à Gilles, je viens dans une commune, l'argent dont moi je dispose, les actions que je veux réaliser, le PDL de la commune est élaboré en fonction de ça. Mais le PDL ne prend pas en compte à 100% tous les aspects et les aspirations des actions identifiées lors des forums au niveau des différents districts à l'issue des diagnostics participatifs communautaires et des diagnostics socio-économiques locaux qui sont organisés. Conséquence, on se retrouve avec des PDL qui ne prennent pas en compte plusieurs dimensions de la vie de la collectivité. Donc, chaque fois qu'un partenaire se présente avec un peu d'argent, on dit révision du PDL de telle collectivité pour la prise en compte de la dimension telle, de la dimension telle. Pour moi, ça serait quand même un péché, pour moi, d'être une administration du territoire de la décentralisation et qu'à l'époque où il y a la possibilité de mettre fin à ce travail qui ne répond à aucune base légale, de laisser les collectivités continuer dans cela. C'est pourquoi, pour arriver, j'ai instruit à mes services ici d'élaborer le guide de planification. Vous savez, dans notre pays, on a eu un prêt qu'on appelle le guide harmonisé de planification des collectivités, le guide de première génération, qui a été utilisé de 1990 jusqu'en 2007. Après 2007, on a élaboré également le guide de deuxième génération, qui était en vigueur jusqu'avant le 5 septembre. Donc cette fois-ci, nous venons d'élaborer le guide de troisième génération, qui prend en compte l'ensemble des outils de planification. Comme aujourd'hui, dans tous les pays du monde, dans toutes les institutions, dans tous les lieux, toutes les planifications sont alignées sur les 17 objectifs de développement durable, donc les 17 ODD. Le nouvel guide de planification des collectivités locales en Guinée, appelé guide de troisième génération, prend en compte ces 17 ODD. Cela voudra dire quoi? Nous allons organiser le concours pour le recrutement à la fonction publique territoriale où nous allons recruter les 362 chefs services planification et développement local qui vont, dans certaines localités en fonction de leurs grandeurs, qui vont avoir à côté de un ou deux assistants pour faire le travail de développement local. Antérieurement, ceux-là qu'on appelait agents de développement communautaire ou agents de développement local ADL, ils viendront jouer le rôle de ceci et à côté, ils auront le rôle aussi lié à tout ce qui est développement dans les collectivités. Maintenant, lorsque ceux-là seront recrutés, leur recrutement sera bouclé, ils seront formés pour qu'ils assimilent tout le contenu et les différents outils pour la conduite de l'élaboration du PDL. À la suite de cela, les secrétaires généraux de toutes les collectivités également vont être soumis au même processus et nous allons partir à l'élaboration des PDL de tous les 362 communes. Désormais en Guinée, tous les PDL auront les mêmes âges. Ça voudra dire qu'ils sont élaborés pour 5 ans, de 2024 à 2029, toutes les collectivités guinéennes auront des PDL. Maintenant, chaque année, il reviendra à chaque collectivité en fonction de la disponibilité des ressources internes qu'ils ont mobilisées, des appuis du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, d'élaborer leur PAI qu'on appelle le plan annuel d'investissement et de continuer le travail. Mais il ne sera plus question pour un partenaire de se lever ou une organisation de se lever un bon matin pour débarquer quelque part dans une collectivité et dire que non, moi j'ai $10 000, mais je voudrais faire un travail de révision des autres PDL. Parce que c'est devenu un business dans le secteur développement local.
où chacun pouvait se lever, prendre l'argent des partenaires, pour dire, bon écoutez, dans le PDL de telle collectivité, la question de lutte contre les violences basées sur le genre, la question du changement climatique n'est pas prise en compte. Donnez-nous de l'argent, nous allons appuyer telle collectivité à réviser son PDR. Désormais, le guide de troisième génération qui est élaboré prend en compte tous les éléments de planification de tous les pays qui se font dans tous les pays et qui s'alignent également au PRI et aux GDD. Donc, une fois les PDR élaborés, ce sont les PAI désormais qui vont être mis en œuvre. Maintenant, Bien. il y a un autre niveau qui n'a jamais été réalisé. Bien. La question, le niveau que je suis en train d'expliquer, ça concerne la question de la décentralisation. L'État s'est dépossédé lui-même d'un certain nombre de compétences qu'il a données aux collectivités. Les PDL, c'est l'instrument pour ces collectivités de continuer à assumer effectivement leur autonomie juridique, financière et d'investissement dans la collectivité. Mais ces PDL ne prennent en compte dans la globalité que des actions micro. Donc, pas des actions de très grande envergure, c'est ce qui contient dans les PDL. Mais au niveau de la déconcentration, qui a consisté à nommer des représentants de l'État dans les fonctions de sous-préfet, de préfet et de gouverneur, il n'y a aucun investissement qui vient à ce niveau. Maintenant, au compte de la loi des finances initiales de 2023, le premier ministre du gouvernement a pris la décision d'instruire à tous les ministres d'envoyer 20% de leur budget à l'intérieur du pays, dont les préfets et les gouverneurs sont les ordonnateurs à la base pour faire des activités avec les services techniques déconcentrés. Oui. En 2024, le travail qu'on est en train de faire, c'est que dans chaque préfecture, à l'issue de l'élaboration des PDL de toutes les communes, donc on aura 362 PDL. Maintenant, prends une localité comme Yomou. L'ensemble des collectivités de la préfecture de Yomou auront leur PDL. Maintenant, nous allons organiser des forums. Bien avant ces forums, d'abord, nous allons faire la collecte des données. Des données qui ne sont pas comptes dans les PDL, donc des données macro, qui demandent beaucoup plus d'investissement en termes de ressources. Nous allons faire l'agrégation, non seulement du contenu de tous les PDL de la préfecture de Yomou dans un document, et les actions macro que nous allons présenter lors d'un forum préfectoral de développement territorial. Très bien. L'heure de ces forums, que ce soit les associations de ressortissants, les hauts cadres de ressortissants de localité, les anciens ministres, les anciens premiers ministres, les anciens députés, ils seront tous mobilisés pour aller dans ces localités pour participer à la validation de ce document. Une fois ce document validé, ça nous fera désormais qu'en Guinée, on a deux niveaux de planification. On a le PDL au niveau des collectivités locales et nous aurons les plans de développement territorial au niveau de chaque préfecture. Donc, les préfets désormais auront un outil de développement. C'est pourquoi j'aime dire que nous allons passer d'une administration de commandement à une administration de développement. Donc, dans chaque préfecture, chaque préfet disposera désormais d'un plan de développement territorial qui non seulement contiennent les actions des collectivités locales, qui sont déjà financées à travers les PAI, et les actions macro qui doivent être réalisées, par exemple, la construction d'un hôpital préfectoral, la construction d'une route entre, par exemple, Kanka-Mandiana, une route entre Kanka-Mandiana doit coûter, par exemple, 10 millions de dollars. Le préfet de Kanka et le préfet de Mandiana ont la possibilité de faire des études, déterminer le coût et chacun mobilise les ressources pour la réalisation. Cela va sans dire que le gouvernement, si cette année c'est 20% qui a été accordé comme ressources pour financer les actions à l'intérieur du pays, l'année prochaine, de véritables ressources seront mises en place pour appuyer le financement de ces plans de développement territorial dans chaque préfecture, histoire aussi de faire une répartition équitable des richesses nationales. Bien. Comme on le sait, les PDL sont financés sur la base des revenus issus de l'exploitation minière, les 15% de ces revenus, et les 0,4 à 1% payés comme taxe superficielle dans les collectivités qui abritent les mines. Ça permet à toutes les collectivités du pays, disposent des mines ou pas, d'avoir les richesses de l'État. Mais à l'autre niveau maintenant, c'est l'accroissement des investissements de l'État au niveau territorial, donc au niveau des préfectures. Chaque préfet sera le véritable agent de développement, sera le véritable ministre de l'Éducation dans sa zone, ministre de la Santé et ainsi de suite. C'est pourquoi, souvent j'aime le rappeler, si avant, ces préfets, gouverneurs et sous-préfets relevaient du ministère de l'administration du territoire exclusivement, c'est ce que nous avons changé pour mettre en place une direction régionale préfectorale de l'administration du territoire qui s'occupera des questions du ministère de l'administration du territoire. Les préfets vont jouer désormais leur véritable rôle de représentant de l'État au niveau sous-préfecture, au niveau préfecture et au niveau région.
Bien, une réforme importante et j'aimerais peut-être le confirmer avec vous, c'est à ce titre que vous avez récemment conféré avec les bureaux des ressortissants des différentes préfectures. Effectivement, parce que nous nous sommes aperçus qu'en Guinée, nous sommes le seul pays dans la sous-région à date qui ne valorise pas les investissements des ressortissants. Quand vous prenez le Mali, le gouvernement malien aujourd'hui a mesure de vous dire, dans la région de Ségou, cette année, les ressortissants ont apporté tel million ou tel milliard de francs CFA. Donc, vu que les ressortissants, parfois dans nos collectivités, qu'est-ce qui arrive? Les collectivités ont leur PDL. Les ressortissants font beaucoup d'investissements sans tenir compte de ces PDL. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils n'avaient aucune information sur le comment ils doivent inscrire leur action, leur élaboration des PDL. Donc, nous les avons invités pour leur expliquer que vous faites beaucoup d'actions, vous faites très bien beaucoup de choses, mais nous voulons désormais que vous faites entrer vos investissements dans un cadre légal défini par le gouvernement, qui est le plan de développement local. Maintenant, à côté, il y a une question de priorisation. Aujourd'hui, la plupart de nos ressortissants construisent des mosquées à coût de 60-80 milliards. Ces mosquées ne sont remplies que le jour de l'inauguration. Après l'inauguration, vous n'avez presque pas personne. Et vous verrez que dans la même localité, les enfants font parfois 5 à 8 km pour aller étudier. Pourtant, cette mosquée qu'on a construite, vous pouvez bel et bien faire une école, un lycée, une école primaire, un collège, un centre de santé et un lycée francophone qui permet non seulement de faire l'expansion de la religion voulue par ces ressortissants, mais aussi permettre aux enfants d'apprendre. Donc, nous avons décidé de nous rapprocher de ces ressortissants pour leur expliquer toute la démarche qu'ils doivent suivre pour inscrire leur action dans les PDL. Je salue d'ailleurs de passage la coordination de l'association des ressortissants de Daboula qui, dès après cette rencontre, a décidé aujourd'hui de convier toutes les associations locales de Daboula dans un complexe hôtelier pour essayer de leur faire une restitution des discussions qu'ils ont eues avec le ministère de l'Administration des Eaux. Pour moi, c'est quand même c'est à saluer. C'est une initiative à saluer. Vraiment, les autres aussi emboîter le pas. Emboîter le pas. Bien. Et c'est à ce titre aussi voilà, que les ressortissants de Fodé-Caria, voilà, chez ma mère, décident donc d'aller conférer avec vous, monsieur le ministre. Voilà. La demande vous est adressée officiellement ici. Allez, oui, bien sûr, c'est dans Dengraï. Dernière question avec Garay Girassi. Alors, monsieur le ministre, nous apprenons qu'à l'intérieur du pays, les préfets et gouverneurs empêcheraient absolument toutes les missions issues d'autres ministères, outre que le vôtre, de tenir des activités de ce côté sans avoir votre aval. Est-ce que vous confirmez cela ou bien cela relèverait tout simplement d'une fantaisie de leur part? Non, Garay, merci beaucoup. Je pense que c'est de la désinformation. Vous savez, les habitudes ont la peau dure. Les réformes ne feront jamais du plaisir à tout le monde parce que quand on parle de réforme, c'est le changement de ce qui existait. Et ce changement de l'existant touchera des intérêts. Quand les intérêts sont touchés, cela va sans dire que les personnes dont les intérêts sont touchés vont toujours chercher à faire de la désinformation et de l'intoxication. Dans tous les pays du monde, Garay Girassi, comme nous avons la volonté de le faire en Guinée, je l'ai dit tout à l'heure, les préfets et les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ne relèvent pas du ministre de l'administration des territoires. Le ministre de l'administration des territoires sert de croix de transmission entre ces administrateurs territoriaux et les autres membres du gouvernement, le Premier ministre et le chef de l'État. Ces administrateurs territoriaux représentent le chef de l'État, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Dans tous les pays du monde, et comme nous avons le Premier ministre à l'instruit en Guinée, c'est le seul pays où un cadre peut se lever le matin, prendre un véhicule de l'État, avec de l'argent de l'État, débarquer dans une préfecture et dire au préfet que non, je suis venu pour telle mission. C'est le minimum. Le Premier ministre a été très clair en Conseil des ministres. Lorsque les préfets et le gouverneur étaient réunis ici, il les a dit, il a instruit à tous les ministres. Pour toute mission désormais à l'intérieur du pays, lorsque les chefs de cabinet des départements signent les ordres de mission des cadres du niveau central et des GPA, les copies de ces ordres de mission et les termes de référence de la mission doivent être envoyés au préfet 72 heures avant. L'avantage, c'est quoi? C'est le préfet qui est le chef de l'administration publique à l'intérieur du pays. Donc, le représentant de monsieur le Premier ministre qui est le chef de l'administration publique dans le pays. Il doit savoir la mission qui doit venir demain là. J'ai besoin de quoi et quoi pour préparer pour que la mission se tienne très bien. Donc, exiger que les gens envoient les ordres de mission pour qu'on sache qui et qui viennent et les termes de ces missions aux administrateurs territoriaux, je pense que
c'est une réforme majeure dans notre pays Ouais. qui doit faire par tout le monde. L'État ne peut pas, l'État c'est l'ordre de la discipline. Ouais. On ne peut pas continuer à permettre aux gens de prendre l'argent public, donc l'argent des contribuables guinéens, d'aller l'utiliser comme bon leur semble. Il y a des règles dans toutes les sociétés. La loi est très claire. Toutes les missions en destination de l'intérieur du pays, ce n'est pas moi qui le dis, la loi 025 est très claire là-dessus, sont orientées en destination du gouverneur, du préfet ou du sous-préfet du ressort de la mission. Bien. Les tests de référence doivent être envoyés 72 heures avant pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Qu'est-ce qui arrive parfois? Tu as dans la même préfecture 5 à 6 missions qui arrivent au même moment. Le préfet a l'obligation de chercher à comprendre et d'être présent à toutes ces activités. S'il n'est pas informé à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça devient comme si c'était de la jungle où chacun fait ce qu'il veut. Ouais. On ne peut pas quand même dire au peuple de Guinée que le 5 septembre, c'était pour faire de la refondation et laisser ce b.a.-ba du fonctionnement de notre administration. Désormais, toutes les missions à l'intérieur du pays, les chefs de cabinet des départements ministériels ont l'obligation d'envoyer des thèmes de référence et les autres missions au préfet et au gouverneur. C'est sur la base de ça que les missions sont reçues. Et l'instruction ne vient pas du ministre des Territoires, ça vient du monsieur le premier chef du gouvernement, qui a dit à tous ces ministres, dont moi-même, la preuve. Récemment, j'ai des collègues de la direction des libertés publiques et frontières qui avaient une activité qu'ils avaient arrêtée. La deuxième étape, ils sont arrivés. Ils n'avaient pas partagé les documents avec monsieur le gouverneur. Celui-là qui devait faire, malheureusement, a fait l'accident en rentrant chez lui. On a volé son ordinateur. Quand la mission est arrivée, mais le gouverneur de Zérékoré a demandé au missionnaire que lui n'a pas d'information de retourner. Les gars sont de rester pour qu'on envoie toute la documentation au gouverneur pour qu'il prenne action, mobiliser les personnes qui doivent venir tout et tout. Donc je pense que aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait faire pour notre administration. Et ça doit faire partie, ça fait partie vraiment de ces réformes majeures Bien. de l'administration. C'est pourquoi nous avons mis tout ce qu'il faut comme outils permettant de faciliter le travail. Aujourd'hui, tous les gouverneurs et les préfets ont ont des appareils de haute gamme sur lesquels ils sont joints 24 sur 24. Bien. Sur certains outils, certains canaux de communication, Ouais. sur lesquels on peut les envoyer et dès qu'ils les reçoivent, tout de suite, ils ont des collaborateurs à côté d'eux Ouais. qui prennent action pour davantage appuyer l'activité. Tout à Je fait. pense d'ailleurs que cette nouvelle disposition instaurée par M. le Premier ministre permet au contraire de rendre beaucoup plus productives les missions à l'intérieur du pays. Voilà qui est bien dit. Aujourd'hui, Bien. qui doit réaliser une activité à l'intérieur du pays et quand le gouverneur ou le préfet de Mamou reçoit le contenu et les thèmes de référence, avant votre arrivée, tout ce qui doit être fait comme préalable, le préfet et son cabinet vont le faire avant même votre arrivée. Que vous voyez du secteur public ou du secteur privé, je Bien. pense que c'est une majeure quand même qui doit être saluée. Qui doit être salué. Eh bien, on a fait le plein pot avec monsieur le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation. Il est en notre compagnie depuis 8h35. Grand merci à vous, monsieur Condé, et merci d'avoir accepté, d'avoir été de notre ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, donc c'était le ministre Mori Condé. Il était notre invité précis du jour.